Le sujet doit être traité par une vingtaine de minutes. Le titre, c'est le plan mondialiste de remodelage des frontières du Moyen-Orient. Alors, je vais essayer d'être succinct et le plus clair possible. Les événements qui secouent le Proche-Orient sont le résultat d'un travail de sape politique et spirituel en liaison avec les intérêts économiques. L'ensemble conduit à un remodelage des frontières en fonction de critères ethniques et religieux. L'objectif de cette conférence est de présenter cette politique de déstabilisation de cette zone du début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Cependant, il faut d'abord et avant tout rappeler la toile de fond qui explique la situation actuelle, expliquer l'essence du mondialisme messianique et ses conséquences. En fait, l'histoire a commencé il y a environ 2000 ans avec la première manifestation du mondialisme messianique en la personne des judéo-nazaréens au 1er siècle après Jésus-Christ. Ce sont des juifs messianistes, adeptes de la Torah, mais rejetant l'autorité rabbinique. Ils vénèrent la terre promise avec Jérusalem. Ils sont pour la reconstruction du temple, le troisième, le premier ayant été détruit en 586 avant Jésus-Christ par Nabucodonosor, le deuxième en 70 après Jésus-Christ avec les troupes romaines de Titus, et ces judéo-nazaréens prônent la reconstruction du troisième temple parce qu'ils disent que de cette manière ça va faire venir le Messie. Et cet idéal de reconstruction du temple perdure jusqu'à aujourd'hui. Le problème, c'est actuellement se trouve la mosquée Al-Aqsa et le dôme du rocher, ce qui pose quelques légers problèmes. Les judéo-nazaréens nourrissent l'ambition politico-religieuse permettant de sauver et de régir le monde, l'humanité dans un cadre unifié selon leur code. C'est un messianisme global. Mais on peut cependant constater que depuis 2000 ans, cet idéal a été poursuivi avec des variations dans les méthodes entre les juifs pro-rabbins et anti-rabbins, je pense à Jacob Frank, mais le fond de cet idéal perdure. Vous avez, depuis cette époque, de nombreux épisodes avec de nombreux défenseurs de cette cause, de cet idéal. On ne va pas tous les citer, mais on peut nommer par exemple Moïse Namadid, Abou Lafia, Isaac Luria, Cordovero. Et parmi ces bien défenseurs de cette cause, nous trouvons à la fin du XIXe siècle les sionistes, les juifs sionistes avec Theodor Herzl, qui ont une vision matérialiste et athée de la chose et qui veulent créer l'État d'Israël et qui s'opposent aux juifs antisionistes qui estiment que la création de l'État d'Israël ne peut se faire que par le Messie. Mais malgré ces variations, on retrouve une constante qui est que Jérusalem est sacrée, restauration du temple et Grand Israël dérive de l'Euphrate jusqu'au Nil, avec un modèle politico-religieux pour l'ensemble de l'humanité non juive. Et c'est le rabbin Elie Ben Abozai, qui dans son livre Israël et l'humanité, qui a résumé cet idéal messianique en disant en gros que le peuple juif est le peuple frère, intermédiaire unique entre le Dieu unique et le reste de l'humanité non juive, dans le cadre du nouachisme, des lois nouachides, c'est-à-dire les lois pour les non-juifs, les gentils, les goïs. Et ce même Ben Abozai précise cet idéal messianique, toujours à partir de son livre Israël et l'humanité, je le cite, vous allez comprendre pourquoi je raconte cela. Le sacerdoce juif suppose une humanité au service de laquelle il est providentiellement placé. Mais, pour la démonstration que nous poursuivons en ce moment, il suffira d'établir que le judaïsme possède non seulement un culte et une morale qui embrassent toute l'humanité, mais encore une politique universelle. L'humanité est conçue comme une grande famille dont Dieu est le Père suprême, et Israël, premier-né parmi les peuples frères, est, comme dans l'antique société orientale, le prêtre de cette famille, le dépositaire et l'administrateur des choses sacrées, le médiateur entre le ciel et la terre. Il se trouve investi des fonctions sacerdotales pour le service de tous. Importance du mot médiateur, qui consiste à imposer un modèle politico-religieux promu par le judaïsme messianique aux dépens de son rival né de la révélation, le christianisme, qui repose sur le principe de l'incarnation, c'est-à-dire que le Christ est le Fils de Dieu incarné, mort et ressuscité, principe qui n'existe dans aucune autre religion, mais qui est pour le judaïsme messianique une véritable injure qu'il faut détruire pour détruire donc cette transcendance, pour mettre en place la seule transcendance véritable, le messianisme juif. Et dans cette histoire, vous avez deux éléments marquants en faveur du judaïsme messianique. Le premier, c'est 1789, avec la fin de la monarchie française, où le roi de France, de Clovis à Louis XVI,
était un médiateur du nom du Christ, il disparaît. Puis le deuxième événement, Vatican II, qui est 1789 dans l'Église, et qui est qu'à l'origine, le pape est le médiateur, le vicaire du Christ, mais l'objectif de Vatican II, c'est de faire en sorte que le pape devienne un simple évêque parmi d'autres évêques élus démocratiquement. C'est le principe du naturalisme, ou, comme aurait dit le rabbin Ben Amozeg, le catholicisme d'Israël. Ces deux événements, 1789 et Vatican II, sont des victoires pour le messianisme juif, conduisant au principe de substitution, c'est-à-dire la mise en place de la seule transcendance voulue, et je rappelle la formule de Ben Amozeg, peuple juif, peuple prêtre, intermédiaire unique entre le Dieu unique et le reste de l'humanité non juive, dans le cadre des lois noachides. À l'heure actuelle, nous arrivons à la finalité de ce projet bimillénaire qui consiste à le parachever en parcellisant les États arabes, permettant ainsi de créer le Grand Israël, avec reconstruction du temple, permettant l'arrivée, selon eux, du Messie, et Jérusalem comme capitale mondiale, comme se plaît d'ailleurs à le dire Jacques Attali. Pour bien comprendre cette toile de fond, l'architecture finale, le cadre général se présente ainsi: humanité non juive, régie par les lois noachides, rehaussée par un grand Israël, Jérusalem, capitale du monde, reconstruction du temple permettant, selon l'arrivée du Messie, et le peuple juif, peuple prêtre, exerçant le sacerdoce en faveur de cette royauté messianique. Vous avez le cadre général, le but final des événements que nous connaissons actuellement. Les événements donc, qui ont lieu actuellement au Proche-Orient ne sont que les outils pour aboutir à cet idéal. Et la situation actuelle trouve ses origines, en particulier, à la veille de la Première Guerre mondiale. En effet, vous avez une opposition entre les oligarchies allemandes et anglo-saxonnes au sujet du contrôle de l'énergie. Le pétrole qui prend la place du charbon. Et à cette époque, le pétrole est surtout présent dans l'actuelle Mésopotamie, Kirkouk et Mossoul. Et les autorités allemandes nourrissent un projet grandiose qui consiste à mettre en place ce qu'on appelle le Bagdad-Bab, qui est une voie ferrée partant de Hambourg, traversant l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Serbie, c'était l'épine dans le projet allemand, et traversant l'Empire ottoman, c'est-à-dire l'actuelle Turquie plus une grande partie de la péninsule arabique. Et l'objectif de ce Bagdad-Bab, c'était d'aller traverser la Mésopotamie, d'aller jusqu'au Golfe Persique. Ce Bagdad-Bab, cette voie ferrée, était un oléoduc sur rail. L'idéal des autorités allemandes, c'était d'obtenir le contrôle de la production et de l'acheminement du pétrole. Qui plus est, les élites allemandes voulaient créer un bloc économique réunissant Allemagne, Autriche-Hongrie, Empire ottoman, un bloc économique plus le contrôle du pétrole. La City de Londres était, dans cette affaire, défaite. Et c'était donc un véritable casus belli pour les Anglais. Et la guerre de 14 est là pour empêcher l'Allemagne de réaliser ce rêve. Le programme va être lancé dès la Première Guerre mondiale avec déjà une première étape, 1916, les accords Sykes-Picot, donc entre Français et Anglais, qui consistent donc à démanteler l'Empire ottoman et à fixer les frontières des pays arabes telles qu'on les connaît encore aujourd'hui, ça ne va pas durer. Et dans cette histoire de répartition des influences entre Français et Anglais, les Anglais se payent la part du lion, puisqu'ils s'arrogent des territoires riches en pétrole, tandis que la France ne récupère que la Syrie et le Liban, dont les territoires sont particulièrement riches en ce qui concerne la production de dattes. Et ces accords Sykes-Picot sont rehaussés par un événement d'une grande importance, la déclaration Balfour de novembre 1917, qui reconnaît l'existence d'un foyer juif en Palestine avec l'assentiment du gouvernement britannique. Alors déjà, cette déclaration Balfour devait en fait s'appeler déclaration Milner. Et c'est l'universitaire américain, Carl Buckley, dans son livre Histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine, qui a apporté la preuve que le véritable auteur de cette déclaration, c'était Alfred Milner, qui est un oligarque anglais qui travaillait avec Cecil Rhodes, Philip Robert Brandt, etc. Et ce beau linge, si je puis dire, travaillait en étroite union avec les Rothschild et les sionistes. Donc je conserve la déclaration officielle, déclaration Balfour, en fait, sachez que l'autre devrait s'appeler déclaration Milner. Et cette déclaration Milner est adressée à Walter Lord Rothschild, qui était le représentant de la communauté juive anglaise, et ensuite cette déclaration est transmise au président de la fédération sioniste britannique, Chaim Weizmann. Et c'est le même Chaim Weizmann qui va devenir, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le premier président de l'État d'Israël, créé en 1948.
les événements au lendemain de la Seconde Guerre mondiale se préparent déjà durant la Première Guerre mondiale. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, vous avez donc une mainmise anglaise sur la péninsule arabique, et déjà les Américains commencent à pointer leur nez, et la bascule en faveur du monde américain a lieu durant la Seconde Guerre mondiale avec les fameux accords Quincy, le février 1945, Roosevelt et Ibn Saoud. Et dans cette histoire, les Américains assurent la sécurité à tout gazon en échange du pétrole avec les Anglais à leur côté. La création de l'État d'Israël en 1948 et les guerres qui s'ensuivent créent de nombreux troubles, et vous avez une expression qui va faire florès en 1993, c'est l'expression « choc des civilisations » lancée par le néoconservateur Samuel Huntington. En fait, l'auteur de cette expression, ce n'est pas Huntington, mais c'est l'islamologue juif anglais avec la double nationalité israélo-américaine, ce sont les 8 personnes, Bernard Lewis. Et ce Bernard Lewis, toujours vivant, il a 100 ans cette année, est véritablement l'auteur de cette expression, donc choc des civilisations, qui part en 1957. Vous le retrouvez d'ailleurs dans son livre Islam, 1957. Et ce Bernard Lewis élabore avec son compère, Zbigniew Brzezinski, qui était le conseiller, il y en a qui semblent le connaître, qui était le conseiller du président Carter, donc nous sommes en pleine guerre froide, ce qu'on appelait l'arc de crise, un territoire qui part de la Corne de l'Afrique, traverse la péninsule arabique jusqu'au Pakistan, et l'objectif des deux compères, c'est de balkaniser tous ces États musulmans pour créer des mini-États pétroliers plus faciles à contrôler, mais aussi pour propager l'anarchie dans les républiques musulmanes de la Russie soviétique. Et le programme a été présenté de la manière la plus officielle possible dans la revue American Time du 15 janvier 1979. Vous avez sur la couverture la représentation géographique de l'arc de crise, dont la Corne de l'Afrique jusqu'au Pakistan, et en arrière-fond, l'ours russe prêt à ramasser la tempête. Ce programme de balkanisation a été à nouveau mis à l'honneur, si je puis dire, en 1982 dans une revue sioniste israélienne, Tivunim. C'est le plan Oded Guinon, du nom d'un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, qui charcute littéralement tous les États musulmans, Arabie Saoudite, Irak, la partie chiite, sunnite, kurde, la Syrie, l'Égypte. Et l'objectif donc de ce plan Oded Guinon, c'est de balkaniser cette zone. Et c'est parlé à l'origine en hébreu, et c'est Israël Shah, qui était le président de la Ligue israélienne pour les droits civils et humains, une branche de la Ligue israélienne des droits de l'homme, le champ du système, qui traduit de l'anglais en français ce document que j'ai et qui est sorti dans une revue universitaire arabo-américaine. Voilà ce document de 26 pages, le document officiel du plan Oded Guinon avec les références de la revue Tivunim. Et chose très intéressante, vous avez à la fin la carte véritable du Grand Israël, des rives de l'Euphrate jusqu'au Nil, de Theodor Herzl, avec le document de l'ONU du rabbin Fishman, le document officiel. Et on peut se poser la question, pourquoi le Grand Israël, des rives du Nil jusqu'à l'Euphrate, pourquoi pas du Danube jusqu'à l'Indus? Au hasard. C'est très intéressant de noter que les juifs sionistes, qui ont beau être athées et matérialistes, s'appuient sur des références bibliques. La Torah, Genèse 15-18, qui dit, je cite, « En ce jour-là, l'Éternel fait alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. » Donc vous avez l'origine de ce grand Israël, des rives du Nil jusqu'à l'Euphrate. Ce programme de balkanisation est continué dans une revue militaire américaine, AFJ, sous la plume d'un militaire, lieutenant-colonel Ralph Peters, qui intitule son article « Frontières de sang », en mérite de la clarté. Et cette revue, la voilà, la revue AFJ avec le néoconservateur Rumsfeld, et ce Ralph Peters a balkanisé, avec deux cartes, la carte de gauche qui est la carte du Proche-Orient avec les frontières issues des accords Sykes-Picot, et à droite, dans le prolongement de Bernard Lewis et du plan Oded Guinon, la balkanisation de tout le Proche-Orient, avec, chose intéressante, il le précise dans cet article, Ralph Peters, qu'il faut, je cite, créer un État sacré de l'islam, avec un super Vatican musulman et un conseil représentatif tournant. En fait, dans la pensée de Ralph Peters et dans la continuité de Bernard Lewis, il faut, selon eux, mettre l'islam aux normes, entre guillemets, de la modernité occidentale. Et ce programme de balkanisation a été poursuivi
C'est un document qui est paru dans un journal américain, New York Times, 28 septembre 2013, sous la plume de Robin Wright, qui travaille dans les relations étrangères des think tanks américains, qui consiste là aussi à balkaniser à tout va dans la continuité de Bernard Lewis et du plan des Pinault, le Proche-Orient, mais aussi à éclater la Libye en 3 parties. J'ai la page ici du New York Times de septembre 2013, avec petite précision, volonté de créer 3 cités-États, Bagdad, Misrata et Jebel el-Drus. Donc, on peut dire que nous avons la preuve, à partir de ces documents, qu'il y a véritablement une volonté de la part des Anglo-Américains, en lisant avec Israël, pour flanquer la pagaille et balkaniser tous ces territoires. Conclusion. Intervention américaine en Irak en 2003 a ouvert la boîte de Pandore, conduisant à la dislocation des États musulmans et rendant possible l'idéal du judaïsme messianique. La guerre en Syrie a accentué ce principe de déstabilisation avec montée en puissance du terrorisme et des flux migratoires. Flux migratoires déjà dans les pays alentours de la Syrie comme la Turquie, mais aussi flux migratoires importants en direction de l'Union européenne. Vous avez des centaines de milliers de migrants, essentiellement musulmans, qui se dirigent en Europe, et cela correspond parfaitement à cette doxa-mondialisme qui consiste à provoquer et à favoriser les populations déracinées, nomades, se mélangeant à des populations dont la culture n'appartient pas à celle des migrants. Et je peux vous citer un des pères fondateurs de l'Union européenne, Richard de Coudenhove-Kalergi, qui est entre fondateur de la Pan-Europe, qui disait déjà, dans les années 20, dans un ouvrage qui s'intitulait Praktischer Idealismus, littéralement idéalisme pratique, je cite, écoutez la modernité, l'humain du lointain futur sera un métis. La race du futur, négroïdo-eurasienne, d'apparence semblable à celle de l'Égypte antique, remplacera la multiplicité des peuples par une multiplicité de personnalités. Elle aurait été ravie de la situation actuelle. Rappelons que ce Richard de Coudenhove-Kalergi a reçu en 1950 le prix Charlemagne, qui est la plus haute distinction en faveur des personnes œuvrant en faveur de la construction européenne. Et donc, il a reçu, et c'est tout à fait logique, en 2000, le président Bill Clinton. Et dans son discours de remerciement, Coudenhove dit ceci en 1950, il faut mettre en place une Europe unie, de la Finlande au Portugal, de l'Islande à la Turquie. Mettre en place une fédération à 3, une union atlantique, l'Angleterre faisant le pont entre l'Europe et l'Amérique. On est en plein dans la réalisation de ce programme. Donc, nous avons eu en septembre 2015 l'intervention russe en Syrie, qui s'explique en raison de plusieurs éléments, les liens anciens entre la Russie et le monde arabe, le fait que la Russie cherche à préserver une zone d'influence avec ses bases, entre la base de Tartous, conserver une zone d'influence en particulier en raison des richesses qui se trouvent dans la région, pétrole, gaz. Je rappelle que les Occidentaux souhaitent construire un gazoduc partant du Qatar, traversant la Syrie, et ensuite traversant la Turquie, pour aller vers l'Union européenne. Et dans cette histoire, eh bien, les Russes n'aiment pas trop cela parce que Gazprom, qui fournit environ 80% de son gaz à l'Union européenne, verrait un concurrent. Donc, la Russie a tout intérêt à bloquer la construction de ce gazoduc. Rappelons aussi que vous avez de larges réserves de gaz au large des côtes syriennes, libanaises et israéliennes, donc il y a un gâteau à se partager et personne ne peut être oublié. L'annonce récente par le président Poutine du départ d'une partie des troupes russes de Syrie peut s'expliquer en raison, et là je dis avec beaucoup de prudence vu le caractère fragile de la situation, que peut-être les différents protagonistes de cette zone, de cette région, ont obtenu un accord dans la répartition des zones d'influence, des richesses, et peut-être aussi avec le remodelage en cours des frontières qui s'annoncent tôt ou tard. À voir. Mais une chose est sûre, il ne faut jamais oublier que ce soit la Russie, le Royaume-Uni, les États-Unis, les États de l'Union européenne, vous avez au sein des élites dirigeantes des milieux sionistes qui prônent le camp d'Israël, vous avez aussi des milieux juifs anti-sionistes qui se refusent et qui s'échappent, qui s'opposent aux raisons d'ordre religieuses, politiques, économiques, énergétiques. Il faut rappeler aussi que vous avez en Israël de nombreux juifs russes. Donc vous avez des liens privilégiés et particuliers entre Israël et la Russie. Enfin, je précise que la communauté juive russe, les Lubavitch, dirigée par le rabbin Eren Azar, entretient des liens étroits avec Vladimir Poutine. Tout ça pour dire que la situation est très complexe, avec des guerres internes, des rivalités, mais rivalités qui se traduisent par un chaos général
au Proche-Orient, conduisant à la mise à mort de plusieurs centaines de milliers de musulmans, sans oublier les Arabes chrétiens qui, dans cette affaire, se font éradiquer. Et ce chaos qui a lieu actuellement au Proche-Orient peut être défini, c'est la fin, peut être défini par les propos mêmes de Gershon Scholem, qui était donc un Israélien, philosophe et historien, qui résume parfaitement ce chaos avec l'idéal de messianisme judaïque. Je le cite. Le messianisme juif est dans son origine et dans sa nature. On ne saurait jamais assez insister sur ce point. L'attente de cataclysmes historiques. Il annonce des révolutions, des catastrophes qui doivent se produire lors du passage du temps de l'histoire présente au temps futur messianique. Ces cataclysmes et ces visions funestes prennent un tour nouveau et propre dans les visions de la venue du Messie. On les retrouve en effet dans l'ère de transformation ou de destruction qui verra naître la rédemption messianique. C'est pourquoi cette période est regardée dans le judaïsme comme celle des souffrances de l'enfantement. On est en plein dedans. Nous devons donc connaître les causes de ce chaos afin d'arrêter, ou du moins tenter d'arrêter, le désastre en cours, mais c'est pas total. Je vous remercie.